Bonjour tout le monde, voici un poème de Arthur Rimbaud. Enfin non, c'est pas un poème de Arthur Rimbaud, c'est un poème de Paul Verlaine. On a Il pleut doucement sur la ville, Arthur Rimbaud. En fait, c'est Verlaine. En fait, ce n'est pas anodin. Si on a Rimbaud et Verlaine sur la même page, on va comprendre tout de suite. Donc d'abord, on va parler de la vie de Paul Verlaine. Il est né à Metz, c'est dans l'est de la France, en 1844. Il est mort à Paris en 1896, donc il n'a pas vécu très longtemps. À sa naissance, il est dédié à la Vierge par sa mère, mais son destin le mènera vers des amours tourmentés et l'alcool. Donc en fait, il n'aura pas une vie sainte et une vie parfaite. Ses premiers recueils, donc un recueil de poésie, hein, c'est un groupe de poésie que les poètes aiment écrire sur un sujet particulier. Donc ici, on a Poème saturnien 1866. Les fêtes galantes 1869 sont influencées par le Parnasse. Malgré son mariage en 1870, sa passion pour le poète Rimbaud, entre 1871 et 1873, le mènera à 2 ans de prison pour avoir voulu le tuer. Pendant son enfermement, il écrit Romance sans parole, 1874, et retrouve la foi. Il compose Sagesse, 1874-1880, Amour, 1888-1892, Poème mystique, puis Jadis et Naguère. Donc ici on a G et on prononce le S, donc jadis ça veut dire avant. Euh, les ventes de sa poésie sont maigres et malgré le soutien d'admirateurs, donc on aura Baudelaire, les jeunes symbolistes, donc il fait partie du groupe des symbolistes. Verlaine ressemble plus à un clochard qu'au prince des poètes, comme le sacre ses condisciples. Il meurt misérablement, mais une foule de Français l'accompagne juste comme au cimetière, c'est-à-dire qu'il en fait, il est très respecté comme poète. Sa poésie au vers libre, à la langue fluide, inspirera des musiciens comme Fauré, Debussy et plus récemment le chanteur Léo Ferré. Donc ça date un peu quand même. On a en fait une poésie qui est musicale. Voilà. Et malgré les apparences simples, on a une poésie qui est très très bien construite. En fait, on a euh, comme des paroles de chansons, mais qui ont une mélodie. Donc les sons se répondent et on a comment dire, des paroles de chansons qui pourraient être très très bien adaptées pour des chansons actuelles, modernes. Voilà. Alors il pleut ou il pleure, d'accord? Il pleure dans mon cœur, donc mon cœur est triste. Et on aurait pu dire également il pleut dans mon cœur. Donc ici on a deux titres qui sont un peu opposés, mais en fait similaires. Il pleure dans mon cœur, il pleut doucement sur la ville. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison, dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Donc ça fait partie en fait du recueil Romance sans parole, 1874. Si on en croit la biographie, 1874, c'est après la fin de... euh, c'est où? C'est après la fin de la relation qu'il a eue avec Rimbaud. Et donc 2 ans de passion peut-être. Et il n'a pas voulu vraiment finir cette relation parce qu'il a voulu le tuer, donc c'est pas vraiment sympa. Donc on voit quelqu'un qui est très passionné. Il a été marié avec certainement avec une femme, mais bon, comme il a des attirances différentes. Alors ici on a du vocabulaire qui est traduit, ça fait partie euh, comment dire, ça fait partie du livre littérature progressive mais niveau intermédiaire.
Pour mieux comprendre, une langueur, c'est un état d'extrême faiblesse, épuisement causé par une maladie, une tristesse, s'écœurer, se dégoûter, le cœur n'a plus goût à rien, c'est-à-dire qu'on a envie de rien faire, on n'est pas motivé par quoi que ce soit. Une trahison, action de tromper une personne, hein, trahir. Un deuil, douleur ressentie à la mort de quelqu'un. S'ennuyer, se sentir triste, se languir, mais aussi to get bored, hein. Une peine, une souffrance morale, un chagrin, une douleur, un malheur. La haine, sentiment d'horreur et de détestation pour une autre personne. Alors, ce qui est bien ici, c'est que il faut commencer à apprendre à expliquer les mots que l'on ne peut pas traduire. Ou alors qui semblent vraiment faciles de traduire, mais c'est éviter les, comment dire, les solutions trop faciles. Alors, une langueur, s'écœurer, une trahison, un deuil, s'ennuyer, une peine, la haine. Alors maintenant, on a des questions. Lisez le titre du poème, dites ce qu'est le il et faites des hypothèses sur le thème du poème. Alors, il est un pronom impersonnel ici. Quelque chose pleure dans mon cœur, d'accord. Euh, Ensuite, repérer l'auteur de l'exergue. Qui est-il pour Verlaine? Donc, Rimbaud, en fait, c'est l'auteur. L'auteur est Arthur Rimbaud, hein. Le vers cité en exergue, la citation placée au début d'une œuvre, donc c'est celle-là, hein, voilà, est inconnu dans ses poésies éditées. Les biographies des deux poètes indiquent qu'ils ont été liés par une relation passionnée qui s'est mal terminée. Ensuite, il faut savoir qu'à l'époque, les relations homosexuelles n'étaient pas acceptables, hein, à la fin du 19e siècle. Ensuite, comptez le nombre de strophes et des vers qui les composent. Qu'en concluez-vous? Alors, ça c'est important en poésie française, on compte tout. Alors, le poème se compose de 4 strophes. ST, alors c'est S-T-R-O-F. Non, qu'est-ce que je dis? S-T-R-O-P-H-E, donc singulier, strophe. Ok, donc 4 strophes de 4 vers, donc un 2 3 4 vers chacun. Cela donne un rythme rapide, régulier. Il y a une certaine musicalité du poème, d'accord? Mais il y a quand même comment dire, une facilité d'écoute et une facilité de lecture. Ensuite, question 4. Comptez le nombre de pieds de chaque strophe. Que constatez-vous par rapport au rythme et à la musicalité du poème? Donc, un pied, c'est comme une syllabe. Donc, il pleure dans mon cœur. Là, on en a 5. Il pleure dans mon cœur, donc 6. Comme il pleut sur la ville, donc 6. Quelle est cette langueur? Donc ici, il faudrait dire quelle est cette langueur, ou cette langueur. Bon, c'est important le rythme, hein. Qui pénètre mon cœur? 6. Donc on a 6 pieds, 6 syllabes dans chaque vers si l'on prononce les E, d'accord, les E muets. Sinon, il y a une majorité de 6 pieds et certains de 5, d'accord, donc 5, 6. Cela ajoute une musicalité répétitive et fluide. La fluidité de cette poésie va se, comment dire, va être contraire à certaines poésies qui sont très développées, très dures, très lourdes, très dramatiques, etc. Ici, c'est pas le cas. Bon, c'est dramatique, mais en même temps, c'est pas lourd. Il y a un balancement qui renforce la régularité des 4 strophes composées de 4 vers. Il y a une régularité au niveau des sons. Ensuite, ici, lisez lentement le poème. À quoi êtes-vous le plus sensible? Au son, à leur musicalité, au thème et à ce qu'il exprime, aux mots. Donc si on relit lentement, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Donc il faut le dire lentement, hein. C'est un poème qui est très lent. Au bruit doux de la pluie, c'est comme si on regardait la pluie, hein. On ne va pas danser, hein. On regarde, on est un peu dépressif. Par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, oh le chant de la pluie.
Donc ici, on a quelque chose de dramatique. Oh, l'amour, oh, le suicide, oh, la mort. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Son amour est sans haine, mon cœur a tant de peine. Ok. Donc ici, on va répondre à d'autres questions. Dans la première strophe, relevez la comparaison. Quels sont les éléments comparés et leurs points communs? Que remarquez-vous par rapport aux sonorités? Donc ici, euh, on a il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. On a des éléments comparés. Donc il pleure, il pleut. Leur, leur point commun, en fait, c'est l'eau des armes et de la pluie, le chagrin. Okay, pareil, à la tristesse d'une ville sous la pluie. Hein. Une ville qui est sous la pluie, c'est pas très sympa, quoi. C'est un peu triste. Quant aux sonorités, les deux voyelles E sont répétées, donc il pleut, il pleure. C'est ce qu'on appelle une assonance. A-2-S-O-N-A-N-C-E. Seul le son consonantique, le son consonantique, ok, fait la différence entre pleut et pleure, parce qu'on a un R. Et il est répété aussi dans cœur. Cœur, pleut, pleure. On a un peu la même chose, pleure, cœur, pleut, langueur, cœur. Okay. Et donc on a il y a comment dire, un son consonantique qui fait la différence entre pleut et pleure, et est répété dans cœur et pleure, et on appelle ça une allitération. D'accord? Alors, question numéro 2 de ce groupe, exploration. Relevez les deux questions que se pose le poète, dites sur quoi il s'interroge. Donc en fait, ici on a une même question. Hein. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Et on a quoi? Nulle trahison. Le poète s'interroge sur la cause de sa tristesse. En fait, il le sait. Personne ne l'a trompé et pourtant il y a une langueur, une souffrance qui pénètre son cœur. D'accord? Donc il se pose la question, mais il connaît la réponse, mais il ne veut pas la mettre volontairement dans ce poème. Il y a une raison en fait, parce que il se lamente de cette relation qu'il a eue avec Rimbaud. C'est une relation interdite. Il ne peut pas en parler, c'est trop tabou. Alors, question numéro 3. À la dernière strophe, que représente la pluie pour le poète? À quoi s'oppose-t-elle? Okay, la deuxième strophe. À quoi représente la pluie pour le poète? À quoi s'oppose-t-elle? Bon, ça, c'est assez facile quand même. Donc ici, on a au bruit doux de la pluie. Donc le bruit doux. Au bruit doux de la pluie, c'est un, comment dire, oh, le chant de la pluie. C'est un peu une musique qui s'oppose à l'ennui de son cœur, pour un cœur qui s'ennuie. Donc on a une contradiction, en fait, une opposition entre le bruit doux de la pluie et un cœur qui s'ennuie. Question numéro 4. Dans la troisième strophe, relevez les répétitions de mots et de sons et donnez-en votre interprétation. Alors, on avait quoi? Sans raison, trahison, sans raison. Sans raison qui se répète, comme ici, mon cœur, de la pluie, de la pluie. Sans raison, sans raison. Peine, peine. Il y a une raison. Alors, on a la répétition des mots sans raison qui insiste sur le fait que le poète ne peut dire pourquoi son cœur a tant de peine. Ce n'est pas qu'il ne le sait pas, il le sait, mais ne veut pas le dire. Alors, la répétition des sons à relever sont raison, trahison, ce cœur qui est très similaire, ce cœur, ces cœurs, en fait c'est ça, hein, ce cœur, ces cœurs, hein, c'est assez similaire. On a ce deuil, la répétition aussi là. Donc il y a des oppositions de sons durs comme cœur, c'est cœur, ok, et des sons un peu plus doux comme le S, ok, sans raison, et le son Z, sans raison.
se. Alors, donc des sons durs et des sons doux, ces sons se répondent, se répètent, il y a un échange, il y a une communication. Dans ce cœur qui s'écœure, le poème est cerné par sa tristesse. Il ne peut y échapper. Ensuite, question numéro 5. Relevez le dernier mot du premier et du dernier vers de chaque strophe. Que remarquez-vous? Comment interprétez-vous cette particularité? Donc, ce n'est pas le premier et dernier mot de chaque vers, mais de chaque strophe. Hein, d'accord? Donc ici, on a il, cœur, eau, pluie, il, raison, c'est peine. D'accord? Donc ici, le premier et dernier vers de chaque strophe se termine par les mêmes mots. On a cœur. Ok, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? On a cœur, strophe. Donc cœur, pluie, raison, peine. Ok. Et donc ici, on pourrait dire que chaque strophe se referme sur elle-même. Okay, c'est un refermement sur soi-même qui étouffe un petit peu le cœur du poète, parce qu'il voudrait en parler, mais il n'a pas le droit. Donc sinon, il peut avoir des problèmes. Ensuite, question numéro 6. À la 4e strophe, le poète a-t-il répondu à la question du début? Quel constat, quelle conclusion en fait fait-il sur son état psychologique? Donc ici, la question c'est quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Est-ce qu'on y répond? Non. Verlaine ne répond pas à la question du début, il ne sait toujours pas pourquoi il est triste. C'est la pire douleur que de ne pas savoir pourquoi il est mal alors qu'il n'a ni haine ni amour. Mais peut-être est-ce que c'est la réponse? Il n'éprouve plus aucune émotion. Il est vide de tout sentiment. En fait, il voudrait peut-être ça. Mais en fait, la vérité, c'est que il ne peut pas vraiment parler, il n'a pas le droit. Fin du 19e siècle, on ne veut pas parler de cette condition. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à l'asile, asylum, pour l'hystérie. On a Charcot dans le célèbre hôpital de Paris qui fait enfermer pratiquement toutes les femmes qui sont un peu différentes. Il y a... Ça peut être la même chose aussi pour les hommes. Donc il faut faire attention, surtout quand on n'a pas vraiment une carrière très établie. Il faut faire attention à sa carrière, même si c'est une petite carrière. Donc ici, question numéro 7. Associer un sentiment à un lieu ou au temps qu'il peut faire, puis composer un poème à la manière de Verlaine. Donc ça dépend des gens, si on en est capable ou pas. Mais c'est un niveau intermédiaire. Mais je dirais c'est quand même un niveau avancé. C'est un faux intermédiaire. D'accord? Donc voici un exemple de poème de Verlaine. Je pourrais en faire d'autres à l'avenir. Par exemple, maintenant on a Rimbaud, le dormeur du Val. C'est toujours la même image du même gamin, Rimbaud. Il est né en 1854 et il est mort à Marseille en 1891, donc une petite vie aussi. Et bah tiens, lisons, on va pas lire le poème, mais simplement la bio. Enfant mal aimé d'une mère autoritaire, il trouve refuge auprès de G. Isambard, son professeur, qui l'encourage dans sa passion de la poésie. Grand admirateur de Victor Hugo et des poètes parnassiens, il met son talent précoce au service de sa récolte contre l'ordre établi. Donc, à 16 ans, il s'enfuit, rédige Le Pato ivre et sa célèbre Lettre du voyant, où il expose la voie nouvelle de la poésie. Il rencontre le poète Verlaine, se lie avec lui, et ils partent en Belgique et en Angleterre de 1772 à 73. Il compose Une saison en enfer et Illumination, poème en prose. À 21 ans, il renonce à la poésie, part pour l'Afrique où il devient trafiquant d'armes. Ok. Et il est rapatrié à Marseille en 1891 pour être amputé de la jambe droite et il meurt la même année. Son œuvre visionnaire a profondément bouleversé la création poétique contemporaine. Donc pas une vie recommandable et pas une vie vraiment de modèle, mais c'est pour les gens qui ont une passion pour Rimbaud mais sans connaître sa vie. Donc parfois on écrit parce qu'on veut être inspiré, mais on est inspiré par des émotions qui sont plus ou moins contradictoires et qui peuvent nous mener aussi à être très créatif et avoir une vie pas très recommandable. Passez une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.